Bon alors, quelques éléments de réponse au sujet du chapitre ou de la partie, je sais pas trop comment il faut dire, donc consacré à l'analyse bourdieusienne de la France comme société de classe. Alors là encore, comme précédemment, aussi bien les questions que mes réponses n'ont pas pour objet de traiter intégralement le sujet et de constituer donc une reprise exhaustive, hein. Ces questions, elles sont juste là pour vous stimuler intellectuellement et j'ai presque envie de dire mes réponses aussi, même si de temps en temps elles précisent certains points. Alors, l'objectif, hein, de Bourdieu, hein, c'est d'expliquer pourquoi, dans le contexte de la France des années 70-80, donc on est à la fin des 30 glorieuses, on est au début des 30 piteuses, qu'on va appeler les 30 piteuses. L'expression est moins consacrée, mais elle existe. Donc pourquoi, dans un contexte de croissance économique, dans un contexte de massification du système scolaire, les inégalités persistent, sont toujours substantielles, mais persistent et perdurent. En gros, l'idée de Bourdieu, c'est ça. Alors son analyse, elle est plutôt d'essence marxiste, hein, même si la manière dont il constitue les classes ou échoue à les constituer est en partie largement inspirée par ce que Weber a raconté sur ces strates. Voilà, et d'ailleurs Bourdieu le disait, hein, c'est-à-dire que son analyse elle est aussi bien marxiste que weberienne, mais il faut être très clair, hein, quand on le lit. C'est plutôt une analyse de type marxiste que de type weberien. Et d'ailleurs, pour illustrer Weber, on a utilisé un autre auteur dans ce cours, hein, qui est Mandras, hein. Donc, pour ne pas vous perdre en ce début de formation à la sociologie, donc au lycée, gardez ça en tête, hein, Bourdieu, il actualise Marx, voilà. Ça permet de s'y retrouver. Alors, donc première question, à quel contexte social l'analyse de Bourdieu fait-elle référence? Alors je viens de le dire dans mon propos introductif, hein, on est quelque part dans les années 70, 80, 90. Bourdieu il a commencé à écrire au début des années 60, il est mort en 2002, et sa grande période de production c'est la fin des années 70, les années 80. Voilà, donc en gros, la France à laquelle il fait référence c'est celle-là, et comme je l'ai dit, donc c'est une France dans laquelle il y a eu une forte croissance économique, dans laquelle il y a toujours des inégalités, et puis l'autre originalité, c'est l'apparition progressive, mais qu'on ne peut pas ignorer, et puis désormais substantielle, voilà, massive, hein, de l'école, hein, c'est-à-dire que l'école, désormais, elle concerne tout le monde et pas simplement une minorité, elle concerne tout le monde longtemps. Actuellement, on en est à un âge médian donc de sortie du système scolaire qui est d'un peu plus de 21 ans, donc ça donne une idée, hein, donc jusqu'à un peu plus de 21 ans, 21 ans et demi, il y a la moitié de la population qui est encore scolarisée. Donc voilà en gros le contexte social de l'analyse de Bourdieu. Il y a un autre aspect aussi qui est cité dans le petit résumé, hein, que j'ai fait, hein, donc que je vous ai laissé lire, hein. C'est quand même le fait que le mouvement social, la lutte sociale, elle est faible. Voilà. Alors elle a été forte jusqu'en 68. Hein. 68 c'est le point d'orgue du mouvement social en France, mouvement de revendication de la classe ouvrière. D'autres groupes d'ailleurs, mais qu'on ne peut pas analyser dans ce cadre-là, et plus dans un cadre mandracien, on y reviendra, mais actuellement, et puis dès les années 80-90, hein, le mouvement social, il est relativement atone, la lutte sociale est faible, et donc je cite par exemple comme indicateur de ça le taux de syndicalisation des ouvriers par exemple. Alors, deuxième question, comparer l'analyse de la mobilisation de classe de Bourdieu à celle de Marx, qu'est-ce qui est identique, qu'est-ce qui change? Voilà, alors, bon, déjà, chez Marx, il y a deux classes qui sont clairement identifiées de par leur position dans le processus de production. Hein, alors que chez Bourdieu, c'est moins clair. Il y a des individus qui détiennent en volume et en structure des capitaux de manière plus ou moins identique, mais à partir de quand
une différence de détention en volume et en structure devient différente pour qu'on considère que deux individus ne font pas partie de la même classe, et à partir de quand on peut considérer ça comme similaire, et ce qui permet de dire que deux individus appartiennent à la même classe, mystère. Bourdieu, avec son espace des positions sociales, il pointe du doigt ce premier problème. Donc, mais il y a bien cette idée que la détention de capitaux, alors de capital économique chez Marx, de capital économique et culturel chez Bourdieu, elle constitue objectivement les classes sociales. Ensuite, Marx, il considère que cette constitution objective des classes, donc ce qu'il appelle les classes, la classe en soi, elle va presque automatiquement générer un conflit de classe. C'est-à-dire que la classe qui est exploitée, qui est dominée, donc la classe qui obéit, donc dominée, et la classe qui est exploitée, c'est laquelle on retire donc de la survaleur, de la plus-value, du profit, à qui on extorque du profit, du fait même qu'elle est rationnelle, du fait même que elle constitue un groupe social, c'est-à-dire que ce sont des individus qui se côtoient, qui ont des relations de sociabilité, donc ils vont prendre conscience de cet état de fait, ils vont se mobiliser, ils vont lutter pour mettre à bas le système qui produit cette situation. Donc chez Marx, la classe bourgeoise, pour lutter contre cette prise de conscience, cette lutte de la classe prolétaire, elle va utiliser un moyen essentiel, c'est le contrôle de l'État. Donc elle contrôle la production du droit, donc le droit est bourgeois, notamment il privilégie le droit de propriété, et puis elle contrôle également certains éléments de l'État répressifs, donc les forces de police notamment. Donc la modalité de lutte chez Marx de la classe bourgeoise vis-à-vis de la classe prolétaire qui s'affirme, donc qui prend conscience de sa situation et qui va lutter, c'est donc la modalité de réponse, c'est une modalité de réponse, c'est-à-dire législative, juridique, voire policière. Alors que chez Bourdieu, la classe bourgeoise, alors déjà qui est définie de manière plus subtile, pas uniquement en fonction de la détention du capital économique, mais également du capital culturel, elle va substituer à la domination législative, juridique, de l'exécutif policier, elle va lui substituer une domination symbolique, c'est-à-dire qu'elle va réussir à imposer à l'ensemble de la société sa domination en faisant valoir qu'elle est absolument indispensable, qu'elle est incontournable. Il est normal, il est juste que la fraction dominante de la classe dominante, c'est comme ça en fait que Bourdieu appelle la classe bourgeoise, qui est réellement une classe au sens marxiste du terme, c'est-à-dire qu'elle est mobilisée pour lutter. Donc c'est comme ça que la classe bourgeoise va asseoir donc son pouvoir et son exploitation. Troisième question, voilà. Alors, qu'est-ce que la classe dominante pour Bourdieu, en particulier la fraction dominante de la classe dominante, Alors la classe dominante pour Bourdieu, et la fraction dominante de la classe dominante, voilà, ce sont les individus qui combinent au plus haut point capital économique, donc revenu, patrimoine, et capital culturel, essentiellement le diplôme. En particulier la fraction dominante de la classe dominante. D'ailleurs, on peut dire que chez Bourdieu, la seule classe qui soit, au sens marxiste du terme, c'est-à-dire qu'elle a conscience d'être une classe, et elle lutte pour conserver ses privilèges de classe, c'est la fraction dominante de la classe dominante. Donc les individus qui sont constitutifs de la fraction dominante de la classe dominante, ce sont les grands chefs d'entreprise, ou plutôt les chefs des grandes entreprises, on va dire ça comme ça, les hauts fonctionnaires, etc. Ils ont tous pour caractéristique
outre le fait qu'ils sont largement dotés en capital économique, hein, donc ils ont des revenus très importants, un patrimoine, souvent un patrimoine hérité d'ailleurs, donc ils ont tous pour caractéristique, ou presque tous, d'être issus d'un enseignement très sélectif, qui est celui des grandes écoles, hein. Donc ils ont tous un diplôme de grandes écoles, donc Polytechnique, Centrale, HEC, l'ENA, Sciences Po Paris, etc., pour citer les plus connus. Que sont les classes dominées? Dominées en quoi? Alors, j'ai envie de dire, hein, les classes dominées, ce sont les autres, hein. Même donc la fraction dominée de la classe dominante à laquelle j'appartiens, hein, donc Bourdieu considère que les enseignants ont un rôle central dans l'administration du pouvoir de classe. Donc ce sont les acteurs, hein, de l'administration du pouvoir de classe, hein, du pouvoir de classe qu'exerce la fraction dominante de la classe dominante. Donc même les enseignants sont dominés. Donc on peut dire qu'en fait tous les autres groupes, si tant est que ces groupes existent d'ailleurs, et dans la mesure où ils ne se manifestent pas, on peut presque dire qu'ils n'existent pas, ce ne sont que des individus. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ne sont des groupes que parce que nominalement repérés par le statisticien, hein, c'est l'aspect un petit peu weberien de Bourdieu. Donc tous les autres individus appartiennent à des classes dominées. Alors chez Bourdieu, le terme dominé, hein, il a un sens large, hein. Domination, au sens strict du terme, ça renvoie à l'idée d'un exercice du pouvoir. Alors bien entendu, là il y a deux choses, hein. Il y a bien entendu le fait que les classes dominantes exercent leur pouvoir sur les classes dominées, ce sont elles qui dirigent, mais elles exploitent également. Donc la domination, elle renvoie aussi, chez Bourdieu, à l'idée d'exploitation qui, elle, permet de comprendre les inégalités constitutives de la société française, inégalités de revenus, de patrimoine et au-delà. Quatrième question, en quoi l'opposition entre la classe dominante et les classes dominées est-elle originale? Par quels moyens la classe dominante lutte-t-elle? Pourquoi les classes dominées ne se mobilisent-elles pas? Alors je relis mes questions, hein, constitutives du sous-lot 4 de questions, parce qu'en fait elles constituent un ensemble, et c'est le balisage en fait de toute l'analyse bourdieusienne de la France structurée en classes. Alors, l'originalité de l'opposition entre la classe dominante et les classes dominées, c'est qu'elle ne se fait pas fondamentalement par voie législative, juridique, voire policière, mais par voie symbolique. C'est-à-dire que la fraction dominante de la classe dominante a institué un système de légitimation de son pouvoir et de son exploitation. Alors ce système de légitimation de son pouvoir et de son exploitation vis-à-vis des autres groupes, c'est l'école, hein. Donc la massification du système scolaire, c'est la grande affaire de l'après-Seconde Guerre mondiale. Alors les lois Ferry, certes, elles avaient institué à partir des années 1880, donc l'école laïque, gratuite et obligatoire pour tous, mais l'école dont il s'agissait, c'était une école primaire. Et ensuite, les destins de classe se forgeaient en fonction des héritages de classe. J'entends par là que les enfants d'ouvriers ou de petits paysans, à l'issue de l'école primaire, ils devenaient eux-mêmes ouvriers ou petits paysans, alors que les enfants de la bourgeoisie, ils poursuivaient leurs études au petit lycée, au grand lycée. Donc petit lycée à l'époque c'était le collège, voilà, le grand lycée c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le lycée, et ensuite ils poursuivaient des études supérieures, souvent en université ou en école d'ingénieurs. L'après-Seconde Guerre mondiale, il y a une rupture par rapport à ça. C'est-à-dire que désormais, l'enseignement secondaire, le lycée, va se massifier, et ensuite l'enseignement supérieur. Pour donner des chiffres, hein, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait 5% d'une classe d'âge qui obtenait le baccalauréat. Donc dans les années 60, on devait être à 15%, 75, on était à 25%, 85, on était à un tiers d'une classe d'âge qui obtenait le baccalauréat, et aujourd'hui on est à 80%. Et je rappelle que le baccalauréat en France, c'est ce qui permet d'accéder à l'enseignement supérieur. Donc le système scolaire, il va jouer un rôle absolument central
dans la perpétuation des inégalités, surtout leur légitimation qui inhibe les conflits de classe. Alors pourquoi ? Dans une société dans laquelle les individus n'accèdent pas à l'enseignement secondaire ou à l'enseignement supérieur en fonction de leur origine de classe, bien entendu, ils sont fondés à contester les inégalités. C'est-à-dire celui qui est ouvrier et qui va se dire « mais moi, quand j'étais devant monsieur l'instituteur, j'étais un élève brillant, j'ai pas eu l'opportunité de poursuivre au lycée, enfin au collège, au lycée, et puis ensuite l'enseignement supérieur, donc moi, la situation qui est la mienne actuellement, donc perfectible du point de vue du pouvoir que j'ai sur la société, du point de vue de mes revenus, du point de vue de mon patrimoine, je ne la dois pas à moi, je la dois au système qui ne m'a pas donné mes chances. » Dans un environnement dans lequel finalement tout le monde va au collège, tout le monde va au lycée, collège pour tous, c'est 75, c'est la fameuse réforme Abi, pour donner une petite idée. Donc dans une situation dans laquelle tout le monde va au collège, tout le monde va au lycée, et j'ai presque envie de dire tout le monde va à la fac, en tout cas dans l'enseignement supérieur, les individus qui, in fine, au terme de leur parcours de formation, se trouvent plus ou moins bien lotis en termes de revenus, de patrimoine, de pouvoir, ils ne peuvent que se dire « je le dois qu'à moi », puisque le système m'a permis effectivement de faire valoir mes talents. Or, ce qu'on constate, c'est quelque chose d'assez étrange, c'est-à-dire qu'en dépit de la massification scolaire, eh bien, ce sont les enfants des catégories supérieures, entre guillemets, donc des cas des professions intellectuelles supérieures, qui eux-mêmes deviennent cas des professions intellectuelles supérieures. Plus de 50% des fils de cas des professions intellectuelles supérieures, donc au milieu des années 80, mais ce chiffre n'a pas changé depuis, fondamentalement, deviennent eux-mêmes cas des professions intellectuelles supérieures. Sachant que par ailleurs, les positions de cas des professions intellectuelles supérieures dans la société, ça a varié, on va dire, entre les années 80 et aujourd'hui, entre 10 et 20%. C'est-à-dire qu'il y a une surperformance d'un ordre, on va dire 2 ou 3 à 5, quoi. Donc pourquoi ? Alors, pourquoi ? Alors même que tout le monde a accès au système éducatif. Le système éducatif massifié, ça veut dire que tout le monde peut accéder aux différents segments du système éducatif, quelle que soit son origine familiale, donc son origine de classe, prendre du vocabulaire marxiste. Ces différents segments sont gratuits. La maternelle, c'est gratuit. Le primaire, c'est gratuit. Le collège, c'est gratuit. Le lycée, c'est gratuit. La fac, c'est gratuit. Les écoles d'ingénieurs, c'est gratuit. Les BTS, c'est gratuit. Les DUT, c'est gratuit. On devrait parler de BUT maintenant, d'ailleurs. C'est gratuit. Tout est gratuit, hormis quelques petits segments, par exemple comme les écoles de commerce. Mais bon, les écoles de commerce, c'est pas l'ensemble du système éducatif. Voilà, et tout le monde ne devient pas gestionnaire. Donc pourquoi est-ce qu'il y a une reproduction donc des positions sociales dans la société française qui tiennent au diplôme essentiellement. Donc pourquoi ceux qui font les meilleures études, entre guillemets, sont les enfants justement de cas des professions intellectuelles supérieures. Alors Bourdieu, il va s'intéresser au fonctionnement du système éducatif et il va dire c'est simple. C'est-à-dire le système éducatif, il a été conçu par la fraction dominante de la classe dominante. Alors, c'est pas forcément un complot, c'est peut-être juste un effet contingent. Voilà, là il y a un débat, donc certains de ces épigones sont plutôt dans la posture c'est un complot, ça a été fait pour, voilà, Bourdieu c'était pas clair, voilà, mais en tout cas ce qu'il constatait, c'est que c'était ainsi. Donc il a été constitué en fonction de l'habitus de ceux qui l'ont constitué, c'est-à-dire que pour faire simple, les bourgeois qui ont pensé le système éducatif, ils ont pensé à transmettre les valeurs de la bourgeoisie, et Bourdieu il appelle ces valeurs de la bourgeoisie, ces pratiques de la bourgeoisie, ces normes de la bourgeoisie, il appelle ça un habitus. Donc au collège notamment, au lycée, qu'est-ce qu'on y apprend essentiellement? On y apprend à penser comme un bourgeois. Alors, et ce d'autant plus que ceux qui administrent le système, c'est-à-dire la fraction dominée de la classe dominante, les enseignants, ils sont eux-mêmes acquis à ce mode de pensée bourgeois, puisqu'ils ont été sélectionnés sur la base de leur réussite
à des épreuves qui témoignaient finalement témoignaient de ce type de capacité. Alors, faut bien comprendre que pas mal de ce qui est exigé dans le système scolaire, donc au collège, au lycée, ça relève pas de l'évidence. Par exemple, lire un roman. Voilà. Quel sens ça a pour un élève du collège à qui on donne à lire un roman si ses parents ne lisent pas de roman? Peut-il parler avec ses parents du roman? Quel sens finalement a la lecture d'un roman classique en plus? Les mathématiques, c'est pareil. Quel sens ça a résoudre une équation avec un x qui ne signifie rien? Ça n'est rien d'autre qu'une abstraction, un pur produit de la pensée humaine, c'est-à-dire un réel ou un entier. Disserter, c'est-à-dire parler à propos de quelque chose, longuement, de manière structurée, sur quelques pages. Quel sens ça a? C'est un sens finalement qu'on apprend en famille, avec des parents qui eux-mêmes pratiquent ce type d'exercice. Si vous avez des parents qui appartiennent à des catégories populaires, eux, ce qu'ils ont appris, c'est à manipuler la matière et non pas à manipuler finalement les concepts. Donc la difficulté, l'inégalité de performance dans le système éducatif, en particulier au collège et au lycée, elle tient au fait que on sanctionne les élèves sur des épreuves qui pour les uns sont évidentes, parce que c'est une évidence qui est familialement apprise, et apprise par l'exemple, par la discussion en famille, etc., alors que pour les autres, elle est découverte au lycée et au collège. Alors souvent on résume ça en disant que les enfants de cadre, ils ont une double journée de collège ou de lycée, puisqu'il y en a une au collège et au lycée bien entendu, mais il y en a une autre en famille, notamment à table, alors que les enfants de catégorie populaire, ils n'en ont qu'une seule, et on comprend bien que quelqu'un qui est moitié moins entraîné que l'autre, ils réussissent moitié moins. Donc l'effet de tout ça, ça va être quoi? Ça va être que l'école elle va bien jouer son rôle dans une certaine mesure d'institution de diffusion du savoir, mais que ce savoir il va pas être incorporé par tout le monde de la même manière, et que ça va donner le sentiment in fine aux gens qui pâtissent du système social en termes d'inégalité de revenus, de patrimoine et autres, ça va leur donner le sentiment qu'ils sont responsables en fait de leur position sociale, alors qu'auparavant c'était pas le cas. Donc on a là une structuration de la société en classe, selon Bourdieu, qui est particulièrement pérenne. Elle est particulièrement pérenne parce qu'elle est installée dans les esprits en raison du fonctionnement de la principale institution de domination symbolique qu'est l'école. Il y en a d'autres, on pourrait parler des médias par exemple. Les médias, ils charrient une représentation de la société très particulière, assez congruente d'ailleurs à celle que charrie l'école. Même si souvent on dit le contraire, mais en fait les valeurs essentielles charriées sont les mêmes. Je pense avoir dit l'essentiel.